Je remercie le comité scientifique de me permettre de présenter ces résultats. Donc ces résultats ont une histoire particulière, c'est que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas travailler avec Douglas cette année? Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais lui proposer. Donc je suis allé le voir, j'ai dit, tiens, j'ai des images hyperspectrales, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que peut-être qu'une petite ICA, ça t'intéresserait? Alors là, il a fait, comme il sait faire. Alors donc j'ai proposé, peut-être qu'on pourrait faire aussi comme DIM avec. Alors là tout de suite il a été emballé. Donc en fait ce travail ça va consister à utiliser ICA et comme DIM pour extraire des signaux sources d'images hyperspectrales dans le proche infrarouge. Ces images comme vous allez le voir ont été acquises suite au phénomène, enfin on voulait caractériser le phénomène d'imbibition dans des grains de blé. Donc c'est ce type d'images. Les fonds provenant les financements provenant pour cette étude donc ont été financés par le projet Phénome, c'est un projet d'investissement d'avenir basé donc sur le phénotypage de graines de céréales principalement, mais pas que, et à différents niveaux. Et moi, dans ce projet, je me situe au niveau développement de méthodes en laboratoire, parce qu'il y a des collègues qui vont travailler en champ ou en conditions ou en serre, en conditions contrôlées. Donc moi, je suis dans le secteur laboratoire avec donc de l'imagerie proche infrarouge. Donc il y a 2 ans, là, ici, à la chimiométrie 2015, je vous ai présenté un travail basé sur les mêmes données. Au final, j'avais utilisé 2 méthodes pour caractériser donc l'imbibition et le suivi de l'imbibition donc des grains de blé. Il y en avait une, c'était non négative least square. Donc là, ça sous-entendait qu'il fallait avoir des signatures spectrales des tissus qu'on voulait rechercher dans le grain. Et il y avait aussi de l'analyse ACP concaténée, où là, finalement, c'était une analyse supervisée, on ne demandait pas... on n'introduisait pas de critères, on laissait l'ordinateur nous donner ses résultats. Donc là, on pouvait voir à ce moment-là que pour les tissus, puisque ce qui nous intéresse, donc c'est bien l'imbibition, donc les tissus humides dont on avait extrait une signature spectrale permettaient de suivre le suivi donc de l'imbibition dans le temps. Donc on avait ici au début des grains qui étaient secs, et après à partir du temps 0, on mettait de l'eau, on faisait... Donc je vais vous décrire l'expérience plus après. Ça, c'était donc les résultats qu'on a obtenus avec la non-négative least square et avec la CP concaténée. On avait obtenu ce même résultat en utilisant la deuxième composante principale. Donc là, l'idée était d'utiliser ICA comme DIM pour essayer d'améliorer les résultats qu'on avait ou voir si on pouvait obtenir des résultats différents en utilisant ces techniques. Donc finalement, la manip, c'était, on a des grains de blé. Donc là, on en avait 5 qu'on met dans un support en téflon qui est tous réunis dessous à un réservoir d'eau. Donc en fait, on coupe les grains, on les met dedans et dessous, la base touche de l'eau qu'on remplit régulièrement ici. Cette coupe du grain, on la met sous un imageur proche infrarouge. Donc au final, on obtient une image infrarouge de chaque grain pour différents temps. Donc 0, une demi-heure, 1 heure, et ce jusqu'à 33 heures après. Donc ça, on a une image typique, donc une image moyenne, cette fois-ci du cube image, donc à t égale 0, d'un grain. Et on a une image d'un grain à t à 33 heures. On peut voir la différence, la déformation qui a opéré entre le temps initial et le temps final. Donc ça, c'est le système d'imagerie proche infrarouge en laboratoire dont on dispose. C'est un système dit push-broom. Push-broom, pourquoi? Parce qu'en fait, il acquiert une ligne de détecteur. Donc dans le système, il faut bien comprendre qu'il y a une ligne du détecteur. Donc pour chaque pixel, pour chaque ligne, chaque détecteur qui est en ligne, il va acquérir un spectre. Donc là, on a un pixel, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Donc on a 231 pixels en l'occurrence. Et pour chaque pixel, il va acquérir un spectre. Donc il va acquérir une ligne simultanément, et dans chaque ligne, il y aura un spectre derrière. Donc quand on veut regarder dans cette dimension-là, on voit un spectre, compris entre 950 et 2500 nanomètres, puisqu'on est dans le proche infrarouge. Et au fur et à mesure, il y a 2 possibilités. Soit l'échantillon va avancer sur un tapis roulant comme ici, soit ça peut être la caméra qui va bouger. En l'occurrence, dans ce système-là, c'est l'échantillon qui va avancer. Donc une fois qu'il aura acquis une ligne, il va acquérir une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième, ainsi de suite, jusqu'à temps que l'échantillon soit bien représenté dans une image. Donc là, au final, dans notre cas, on aura une image avec 2 dimensions spatiales, une qui fait 6 mm à peu près dans ce sens-là, et une autre qui fait 8 mm. Et on aura donc une 3e dimension spectrale ici, donc qui aura donc 212 longueurs d'onde, donc 212 plans images, un cube image constitué de 212 plans images,
Et quand on prend un plan, je vais dire au hasard, mais là en fait on l'a sélectionné à une longueur d'onde, et bien on obtient ce type d'image monochrome. Chaque plan a une image qui a des niveaux de gris différents selon sa réponse à la longueur d'onde sélectionnée. Donc là on a à peu près une image acquise en 80 secondes. Donc voilà le temps d'acquisition d'une image. Quand on travaille en image, je ne sais pas si vous êtes familier, mais enfin pour ceux qui le sont et qui ne le sont pas surtout, et bien en fait on aime bien travailler que sur notre objet. Le fond ne nous intéresse pas, donc il y a toujours une étape de segmentation où on obtient une image binaire. Ce qui nous intéresse, l'objet est codé en 1, et ce qui ne nous intéresse pas est codé en 0. Donc après, une fois qu'on a cette image-là, ce masque, on va s'en servir pour prendre uniquement les pixels qui sont dans ce max-là, dans ce masque-là, pardon. Et donc là, on a notre cube image, et bien on va donc multiplier donc ce masque par chaque plan image, et donc on va sélectionner uniquement les pixels. Pour le premier plan image, on va prendre le premier pixel ici, puis le second, ainsi de suite. On va extraire une ligne qu'on va mettre en colonne ici. On va prendre une deuxième ligne qu'on va mettre en colonne ici. Troisième ligne qu'on va mettre dessous, ainsi de suite. En fin de compte, on va avoir un plan qui va être réduit qui va être déplié en un vecteur colonne, pardon. Le deuxième plan sera déplié en un deuxième vecteur colonne, et ainsi de suite. Donc comme on avait 212 plans, on va avoir 212 vecteurs colonnes ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dépliement du cube image. Donc à partir de là, eh ben, on est plus tranquille parce que c'est une matrice avec des lignes et des colonnes. Donc toutes les méthodes chimiométriques qui existent, eh ben, on peut les appliquer à ce type de matrice. Donc là, c'est vite passé, il y avait un pré-traitement SNV. Donc là, l'ICA, donc je crois que vous connaissez un petit peu maintenant à force, c'est assez bien répandu. Quel est l'intérêt par rapport à l'ACP? L'ACP va nous donner des composantes principales qui seront orthogonales entre elles. L'ICA va considérer que dans une ligne, ça pourrait très bien être, au lieu d'être un seul signal, eh bien ça peut être un mélange de signaux. Et donc, l'ICA va nous permettre d'extraire des signaux, d'une part, et la proportion de ces signaux dans la matrice de départ. Donc on va appliquer ICA sur le cube déplié, comme je viens de vous montrer. Et sur chaque image, pour chaque graine, pardon, j'allais dire seed, et pour chaque temps donné. Donc au départ, on avait donc une image hyperspectrale qu'on va déplier, et donc on va avoir plusieurs milliers de lignes, donc plusieurs milliers de pixels. Les lignes seront les pixels, donc des spectres, et on va traiter ce type de données par analyse en composantes indépendantes. Ensuite, on va utiliser CumDim, qui donc vous a été présenté cet après-midi quelques fois. Et donc, on va utiliser CumDim pour introduire en fait les composantes indépendantes issues de chaque image, et pour, j'allais dire, faire un tri entre ces différentes composantes, et donc ne retenir que celles qui vont être particulièrement intéressantes pour l'analyse. Donc ça c'est ce que je disais. Oui, là, il y a un point assez particulier, c'est que pour passer de l'ICA à CumDim, on va introduire en fait les IC qu'on aura trouvés sous la forme de vecteurs colonnes. Et on va pouvoir donc obtenir des signaux communs à toutes les images acquises sur chaque graine et à chaque temps différent. Donc là, ça c'est juste un petit graphique qui rappelle, juste quand on regarde les images de masques faites pour chaque graine et chaque temps, vous avez les temps ici et les graines qui sont ici identifiées. Donc on peut voir, juste en regardant ce type d'image, c'est ce que je vous ai déjà présenté, qu'il y a deux graines qui ont bien été imbibées en fait et qui ont grossi. Ici, ce graphique représente la mesure de l'air du masque. Donc au début, on avait un masque qui était plus petit et là qui a grossi. Donc ces deux graines-là, la 1 et la 2, ont particulièrement bien été imbibées par rapport aux autres, avec, pour la quatrième, là, une petite imbibition à la fin. Donc là, on peut le voir, après en regardant les images acquises à la fin de la manip, on voit déjà le germe qui est sorti en fait de la graine et qui a commencé à bien se développer pour la graine 1 et 2. Et donc, ce qui explique pourquoi l'air donc a augmenté. Donc comment on fait? Donc, on va prendre chaque image, mais avant toute chose, on va déterminer le nombre de composantes indépendantes optimales. Donc dans ce cas-là, on va prendre une image quelconque, entre guillemets, on va la diviser en deux datasets, donc on va la déplier forcément, on la divise ensuite, et on fait une analyse en composantes indépendantes sur chaque dataset, et après on calcule, donc d'abord on va prendre une IC, après 2, 3, 4, 5, et à chaque fois on va calculer la corrélation entre la composante indépendante trouvée pour le premier bloc et trouvée pour le second bloc.
Et quand on va répéter ça donc un certain nombre de fois, on va afficher ça, et quand on va voir qu'il y a un certain décrochage, eh bien on va considérer que c'est ici le nombre de composantes indépendantes optimales. Donc là, comme vous pouvez le voir, entre 1 et 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça allait bien, 6 aussi. Et à partir de 6, ça commence à décrocher ici les corrélations entre les différentes composantes indépendantes des deux blocs. Donc là, on va retenir 6 composantes indépendantes. Donc, comme je vous disais juste avant, on va prendre une image au hasard. En fait, quand on prend une image au hasard, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, on a refait toute la procédure avec toutes les images. Au final, qu'est-ce qu'on regarde? Quand on fait la procédure avec toutes les images, on obtient majoritairement 6 IC comme nombre optimum. Dans certains cas, les cas où on démarrait avec une image avec de l'eau dedans, on pouvait se limiter à 4. Toutefois, les changements n'étaient pas très importants, et en tout cas pas assez informatifs. Donc, on a décidé de garder 6 composantes indépendantes. Donc ça veut dire que chaque image hyperspectrale va être dépliée, on va appliquer ICA dessus, et pour chaque image, on aura 6 composantes indépendantes. On va réduire une image en 6 composantes. Donc c'est ce que je vous dis, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc quand on dit 6 composantes indépendantes, quand on applique l'analyse en l'algorithme d'ICA, on obtient des signaux sources et on obtient aussi donc la proportion de ces signaux sources. Donc on va avoir à chaque fois ça pour une image. Et comme on a 45 images parce qu'il y avait 5 graines avec 9 temps différents, on va dans un premier temps s'occuper des signaux. Et donc on va avoir 6 fois 45 signaux. Et c'est ces différents signaux qu'on va introduire dans COMDIN. Donc quand on regarde, donc dans COMDIN, on va obtenir donc des signaux globaux ou des signaux communs globaux. Et donc là, on lui a demandé un nombre de 9, parce que c'est ce qui nous paraissait le plus intéressant par rapport au nombre d'IC et éventuellement quelques combinaisons des IC. Donc là, quand on regarde en fait les signaux globaux, donc on voit que les composantes communes, donc, on voit que la première composante, quand on regarde cette partie-là du graphique, c'est la première composante commune entre toutes les IC, donc. On voit ici, en ligne, vous avez les 45, donc les 45 images. Ici, vous avez le nombre d'IC, donc les 6 IC. Donc on voit que la première composante commune a été fabriquée à partir des composantes, en l'occurrence, pour ce cas-là, presque toutes les premières composantes de chaque image. Quand on raisonne en image, le bleu, la couleur bleue correspond au minimum et la couleur rouge correspond au maximum. Donc c'est pour ça que je vous dis, par exemple ici, le rouge est en haut, étant sur la première composante indépendante, c'est la première composante de chaque image qui va permettre de construire la deuxième. Ici, vous pouvez voir que c'est un peu différent. Par exemple, dans l'image 1, ce serait plutôt la quatrième pour construire la deuxième, et dans l'image 2, ce serait plutôt la cinquième qui permettrait de construire la deuxième. Donc on obtient ces différentes représentations. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on a appliqué l'ICA, ICA nous donne des composantes indépendantes, mais il n'y a pas d'ordre comme dans la CP. Donc on peut très bien se dire que, donc là en l'occurrence, on peut très bien se dire que toutes les premières, ça représentait à peu près le même signal, et que là, ce qui a permis de faire la deuxième, il y avait des signaux qui devaient sûrement être sortis dans des ordres différents. Donc ça, c'est la représentation des composantes communes globales dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est la première, donc j'ai pris les plus intéressantes, la première, deuxième, troisième, troisième, et quatrième. Là, dans un premier temps, je vais vous les montrer toutes. Donc ça, c'est typiquement le spectre de l'amidon, en général. Et on va progresser. Donc il y a la 5e, 6e, 7e et 8e. Donc la 5e, il faut la retenir, elle est assez intéressante. Et donc quand on regarde, en fait, elle est assez intéressante, puisque la 5e, donc je vous ai dit, excusez-moi, donc ça c'est l'amidon. Ça serait le spectre de l'eau qui serait lié à l'amidon, en fait, en ayant regardé les différents... en ayant regardé donc les valeurs ici des longueurs d'onde et surtout donc leur réponse. Ici, ce serait donc une caractérisation des lipides. Celle-ci, on n'a pas trop pu identifier. Et celle-ci serait donc liée à la caractérisation de l'eau. Donc habituellement, quand on fait un spectre proche infrarouge de l'eau, on a plutôt deux bandes ici qui sont assez larges, assez
haute. Donc on va voir dans la suite pourquoi on a obtenu ce signal. Donc là, je vous montre, comme je disais, quand on fait une analyse en composantes indépendantes, on a des signaux et la proportion de ces signaux. Donc là, je vous parle des proportions des signaux. Et quand on travaille en image, comme je vous ai montré au début, on déplie l'image sous la forme d'une matrice, et on est capable ensuite de replier des résultats obtenus sous la forme de l'image initiale. Si par exemple on avait fait une ACP, on aurait obtenu des scores qu'on aurait pu replier. Ici, on a fait une ICA, on a obtenu des composantes globales qu'on peut replier maintenant. Et donc on obtient ici, pour la composante 5, donc, qui est celle de l'eau dont je viens de vous parler à l'instant, les différentes images qui correspondent donc, le 1 ici, le 2 étant le numéro du grain. Et donc vous avez après le temps, donc temps 0, temps une demi-heure, tout, jusqu'au temps 33 heures. Donc là, comme ce qui nous intéresse, c'est le suivi de l'imbibition. Donc on regarde principalement cette composante qui est liée à l'eau libre. Et on regarde donc dans les graines comment ça évolue. Donc comme je vous le disais précédemment, ça surtout les graines qui ont été imbibées sont surtout la 1 et la 2, qui sont situées donc ici, donc le S1 et le S2. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, la couleur rouge, donc le maximum, augmente. Donc ça confirme bien ce qu'on avait déjà trouvé comme premier résultat. Les premiers temps sont assez bleus ou jaune pâle. Pour la 3, on voit qu'à la fin, il y a quelques zones là qui éventuellement sont imbibées. Et pour la 4, je vous disais que c'était par rapport au graphique de la mesure de l'air, on avait seulement le dernier temps qui était imbibé, qu'on retrouve ici. Donc quand on regarde après, pour une graine qui a bien marché, donc pour la graine numéro 2, différentes composantes, et donc l'image reconstruite à partir des différentes composantes. Donc on voit bien ici, tout à l'heure je vous ai dit que la première c'était lié à l'amidon, alors j'étais un peu rapide, c'est plutôt lié à des polysaccharides, et en l'occurrence ça serait plutôt des polysaccharides pariétaux qui seraient impactés par l'imbibition à ce moment-là. On peut voir sur cette image la graine, donc on peut voir que c'est pas un grain classique où on aurait de l'albumène qui fait tout le grain puis autour des parois, mais on a bien des parois intermédiaires ici, donc là ça va être principalement donc les polysaccharides pariétaux qui ont été impactés au cours de l'imbibition. Ici donc le 2, c'était l'eau liée, donc je vous avais parlé que c'était l'eau liée. Donc l'eau liée, c'est un phénomène qui est assez compliqué à mettre en évidence, mais qui a déjà été mis en évidence par Delwish en proche infrarouge. Donc c'est pour ça qu'on pense que là c'est vraiment cette signature spectrale qui a été utilisée. Ici vous avez donc les lipides. Donc je vous avais dit la quatrième c'était les lipides. Alors les lipides dans un grain de blé, ils sont principalement situés dans le germe. Ici, ici, ici. Et on voit qu'au fur et à mesure de l'imbibition, en fait le signal des lipides disparaît. Donc il devait être caché par le signal de l'eau en fait qui doit agir à cet endroit-là. Et donc là, c'était ce qu'on vient de voir précédemment pour l'eau libre, pour la composante liée à l'eau libre, et on voit donc l'évolution du grain au fur et à mesure. Donc en termes de discussion par rapport à nos premiers résultats, donc ça j'ai remis ici les deux premières séquences concernant la graine numéro 2 et son imbibition au cours du temps qu'on avait obtenu en 2015. Je mets maintenant ce qu'on obtient ici pour le même grain, avec la composante 5 qui correspond donc qui est reliée à l'eau libre. Donc on peut voir que c'est sensiblement pareil. Peut-être qu'il y a un effet là, mais c'est un effet où c'est plus rouge ici, mais c'est peut-être lié ça à l'échelle de valeur. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que quand on avait utilisé la non négative Lie square, on avait donc isolé un tissu humide pour le faire, parce qu'on avait raisonné en termes de tissu, on n'avait pas de signature de l'eau à ce moment-là. Donc on avait ce type de spectre en proche infrarouge. Quand on avait fait avec l'ACP la deuxième composante, donc il avait sorti ce type de spectre, de deuxième composante donc qui correspond au spectre de l'eau en proche infrarouge. Et quand on le fait donc avec ICA suivi de Condy, donc surtout principalement ICA ici, on obtient ce type de spectre de l'eau. Alors ça nous a posé quelques interrogations en fait, et puis parce que moi j'étais clairement habitué à ce type de spectre, voir celui-là éventuellement quand il y a des composés avec. Et en fait, en regardant un peu les bibliographies, il s'avère que quand on... Donc ça c'est Maeda en 95 qui a montré que l'eau en proche infrarouge, quand elle est dans le chloroforme finalement, on obtient deux pics comme ça, c'est bien résolu. Et finalement on se dit qu'avec l'ICA, on a réussi à extraire une signature spectrale de l'eau qui pourrait être différente de celle qu'on a habituellement, mais qui pourrait bien correspondre à l'eau libre ici, qui a déjà été obtenue dans d'autres solvants. Donc on était assez content de
de ces performances en fait. Donc voilà, c'était l'article dont je vous parlais. Donc en conclusion, donc ça c'était plutôt la partie pratique, d'utiliser donc un système de proche infrarouge avec un porte-échantillon particulier pour suivre l'imbibition de l'eau et donc avoir des images correspondant au suivi de cette imbibition. On avait présenté 2 méthodes à l'époque qui sont intéressantes pour donner des bonnes images avec des intensités, qui nous permettaient de voir l'organisation des tissus. Maintenant, on a testé ICA et donc qui résume bien l'information qu'on peut avoir d'une image hyperspectrale. Donc, pour rappel, une information qu'on avait donc captée dans 6 vecteurs et qui nous donne donc les proportions en même temps. Donc, on est content d'avoir obtenu des résultats au moins différents et peut-être plus précis si ça s'avère que c'est bien donc le signal de l'eau qu'on a montré ici, ce qui est sûr. Donc voilà, je vous remercie maintenant pour votre attention. Des questions? Merci pour sa présentation, Benoît. C'est intéressant de coupler des méthodes, effectivement, ICA, comme DIM, etc. Enfin bon, je reconnais bien la patte de Douglas. Moi, ma question, c'est est-ce que tu as essayé de faire simplement une ICA sur toutes tes images parce que si vraiment tu as des composantes communes dans tes images et des composantes spécifiques, elles vont sortir de la même manière, peut-être. Si tu mets simplement tes 45 images, je sais plus combien t'en as. Oui, 45, ouais. Voilà, tu les mets toutes, tu les déplies toutes, et puis tu fais une ICA directement dessus. Qu'est-ce que t'apporte comme DIM par rapport à faire une ICA simplement directement? Ça m'apporte une certaine façon de résumer en fait l'information que j'avais obtenue et puis une information commune en fait. Là, si je fais que les ICA, bon, je peux regarder visuellement, me dire tiens ça dans la première graine ça correspond bien, enfin la première IC de la première graine correspondrait bien à la deuxième de celle-ci. Non, tu vas pas avoir une IC par graine, tu vas avoir une IC justement globale. Si tu mets toutes tes images, tu vas avoir 6 IC qui sont globales à toutes. Ah, tu veux dire oui. Non. Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu as regardé? Non, mais effectivement, oui, c'est... Parce que c'est quand même... Oui. Alors là, il y a quand même une petite difficulté, c'est qu'il y a quand même, dans chaque région d'intérêt, il y a à peu près 40 000 pixels. Donc là, ça va entraîner quelques difficultés dans l'île computationnelle, mais bon... non, oui, là, il fait des PCT. Ouais. Enfin, ça serait intéressant de comparer quand même, parce que là... Oui, effectivement, j'ai pas... Ouais. Et il y avait un autre point, à un moment tu disais que le signal des lipides disparaissait peut-être à cause de l'eau, ça paraît bizarre parce que justement on a quand même une superposition des signaux. Oui, mais justement, oui, mais en fait c'est... C'est peut-être une consommation des lipides plutôt. Non, je sais pas si on va bien le voir, mais... Là, ici, ouais. Non, on le voit pas trop ici, mais il y a... Sur certaines graines, notamment, on voit qu'il y avait quand même un état superficiel. Enfin, on voit comme s'il y avait une goutte d'eau dessus, quand même. C'est vraiment que l'eau cacherait, enfin, du moins, éliminerait ce signal très important qu'on voyait ici, en fait. Parce qu'il germe le grain au fur et à mesure. Oui, il germe, oui. Et les deux premiers. Les lipides sont peut-être consommés par la germination. Oui, ça c'est sûr aussi, oui. Voilà. Bon, c'était juste une. Bon. Une autre question, oui. Bonjour, j'ai une question de spectroscopiste. J'ai pas entendu, pardon. J'ai une question de spectroscopiste. Très bien. Ah merde. D'ailleurs, comment de l'eau libre peut se retrouver dans un grain de blé sans être lié à d'autres eaux? Parce que finalement, dans le CCL4, on comprend qu'il y a des bandes fines comme ça, mais dans un produit comme un germe de blé, ou alors est-ce que vous avez essayé de voir si l'eau incluse dans les protéines, par exemple, est-ce que ça ferait Voilà, c'est celle qui est l'eau liée, ça en fait finalement. Et ça a été bien montré dans l'article de Delwish. Hein. Je sais pas si j'avais mis l'article, mais de 93. Il y a vraiment de l'eau libre et de l'eau liée d'un côté. Ensuite, l'eau liée peut même être divisée en deux types d'eau. Une avec une couche, une monocouche, une autre avec une multicouche en fait. Et c'est vraiment défini, il y a vraiment deux types. Et lui, ses travaux, c'était sur de la cellulose et sur de l'amidon. Et donc, il y a vraiment ce type qui existe en fait, même sans imbibition finalement, parce que lui, il mettait ses matrices de l'amidon et de cellulose dans des atmosphères contrôlées. Donc là, il n'y avait pas d'inhibition, mais il y avait l'atmosphère autour qui était plus ou moins chargée en eau, avec des sels, avec des activités différentes.
Et ces deux types d'eau liée, en fait, existent. Et c'était pas le seul à l'avoir mis en évidence. Donc c'est de l'eau qui est vraiment au cœur de la matrice. Et l'eau libre, c'est celle qui circule, entre guillemets, après autour, quoi. Ouais, c'est ça que je trouve étonnant, qu'il y ait l'eau libre comme ça, parce que l'eau libre, quand même... L'eau libre, là, en l'occurrence, elle est apportée par celle qu'on met dessous, en fait. Là, c'est celle-ci, en fait. Oui, mais l'eau que vous mettez dessous, c'est de l'eau liée, c'est les liaisons hydrogènes qui font cette... Oui, mais elle monte au fur et à mesure dans la graine, l'eau. C'est pour ça qu'on la retrouve dessus au bout d'un moment. D'accord. Bon, merci. Mais c'est sûr que ça existe, en fin de compte, ce type-là. Dernière question. Non. Bon, nous allons remercier l'ensemble des orateurs de cet après-midi.